Justement, comment réagissent les patients à cet interrogatoire? D'abord, j'imagine qu'ils sont surpris, qu'on prenne du temps avec eux et qu'on leur parle finalement de leur environnement plus que de leurs symptômes dans un premier temps. Oui, effectivement, donc ce que Lamia appelle l'interrogatoire, moi j'appelle ça le recueil clinique, mais en fait c'est qu'une question de sémantique, hein, ça c'est pas trop important. Mais ce qui les étonne en fait dans cette consultation, c'est le temps que l'on dédie à l'écoute fine, très très fine de ce que le patient ressent, de ce que l'on va chercher en fait. Ça va depuis effectivement l'hydratation, ce qu'il boit, ce qu'il ressent, comment il le ressent, depuis combien de temps il est embêté, ces fuites, elles se produisent quand, à quel moment, la nuit, la nuit, dans des circonstances bien particulières, quand il fait froid, quand il se lave les mains, quand l'eau coule. Et aussi, on va aller rechercher quels sont les facteurs, effectivement, et éliminer ces facteurs neurologiques. Et quand on en trouve un, eh ben, on a une explication. Il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les médications. Et le sujet est souvent polymédiqué, c'est-à-dire qu'il prend énormément de molécules, et ces molécules, on sait quand on en prend une ce qu'elle fait, quand on en prend deux, ça se mélange un peu, quand on en prend trois, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a Au des niveau de la médicaments vessie, qui ont des effets indésirables, ah en bah, fait, tout à qui fait. sont Ah bah, tout à fait. des Et pertes il y en a nutritionnelles. beaucoup qui agissent à la fois sur la sensibilité, sur la contractilité de la vessie, sur la contractilité ou au contraire le relâchement des sphincters, sur plein d'autres symptômes qui peuvent également constiper les personnes. Et on sait que la constipation, l'incontinence et ou la rétention sont liées. Donc il y a une multitude de choses à rechercher. Et quand on s'arrête sur les symptômes, tout à coup, on a des patients qui disent « Ah ben mince !» Si j'avais su, il y a longtemps que je serais venue. Parce que vraiment s'intéresser comme ça à ce qu'ils sont, comment ils vivent ça, et les obliger quelque part à une introspection ou une auto-introspection intime, et bien quelque part ils se disent qu'on en parle tellement simplement, tellement facilement, qu'ils lâchent prise, qu'ils sont à l'aise, que le tabou tombe, et qu'ils sentent vraiment qu'on va pouvoir leur apporter quelque chose. Alors, ce qu'on comprend dans votre discours, c'est que parfois, cette consultation neurodynamique permet de révéler des troubles neurologiques également. Ah, tout à La fait. personne est... Ah, tout à fait. Donc, il y a deux cas de figure. Les personnes chez qui ça a déjà été diagnostiqué, Tout à fait. et d'autres, par contre, chez qui on révèle ou on suggère un trouble neurologique. Absolument. Un exemple, le médecin donc s'apprête à faire après donc cette grande anamnèse et tous les signes cliniques, tous les facteurs favorisants dépistés. Le médecin s'apprête à faire ce qu'on appelle l'examen neurologique du périnée et également au niveau des membres inférieurs, pour y découvrir que tel ou tel réflexe est soit exacerbé ou au contraire absent. Et ça nous amène parfois à dépister, je ne sais pas, un problème neurologique comme un spina bifida occulta, hein, ou bien un début de diabète, ou parfois même la sclérose en plaques, avant même qu'elle se révèle, donne des signes fonctionnels urinaires. Et on découvre à cette occasion-là, n'est-ce pas Lamia, ce type de problème. Et docteur Fourny, dans ce cas-là, vous devez travailler, vous, en interdisciplinarité avec vos confrères neurologues. Neurologues, urologues. Et donc on envoie effectivement nos patients pour des examens plus poussés. On écrit au médecin traitant, on lui fait un compte-rendu qu'on donne aussi aux patients, qu'on envoie aux patients, qu'on envoie au médecin traitant, qu'on envoie au spécialiste qui nous a envoyé ce patient pour l'alerter sur le fait qu'on a une suspicion de maladie neurologique sous-jacente, si c'est une maladie neurologique ou urologique. Nous avons aussi des patients qui viennent envoyés par les urologues pour faire ce bilan urodynamique parce que c'est un examen quand même médico-légal qui couvre un petit peu le geste chirurgical lorsqu'il y a un geste chirurgical qui doit avoir lieu, pour les prolapsus par exemple, Oui. pour donner un exemple, les descentes d'organes pour vulgariser. Et donc cet examen urodynamique vient authentifier qu'il y a une vraie nécessité d'être opéré. Et les spécialistes gynécologues ou urologues en ont besoin pour savoir si, au cours du geste chirurgical, ils ont besoin de s'occuper de la vessie, du sphincter ou les deux, de donner un traitement médicamenteux supplémentaire, d'arrêter un certain traitement, effectivement, comme Anne-Marie l'a souligné. Nos patients arrivent avec des médicaments qui sont pour des pathologies chroniques,
mais qui sont aussi des médicaments qui interviennent et qui peuvent vraiment dégrader la fonction vésicale, la miction et être une gêne. Il n'est pas rare qu'on écrive à nos collègues psychiatres pour certains psychotropes, parce que les psychotropes sont très pourvoyeurs de troubles urinaires, pour essayer de trouver un moyen de réduire le traitement, de l'améliorer, de le changer. Et ça marche. Donc, Toujours en oui, conservant toujours. ce rapport bénéfice-risque, est-ce Tout à fait. qu'on peut diminuer tout en conservant les bénéfices d'un traitement?